Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. Depuis des siècles, les tubercules d'Ignam occupent une place centrale chez les maris. Chaque année, ils organisent la fête de l'Ignam afin de commémorer la terre nourricière et l'esprit des ancêtres. Sens et portée cosmique de cette fête dans cette édition. Et on fait le portrait de deux femmes qui ont jeté aux orties les préjugés et stéréotypes de la société pour se lancer dans des métiers dits d'hommes. Deux patrons d'entreprise qui forcent l'admiration. Enfin, on parle de la vie de couple qui est un parcours de combattant pour de nombreuses personnes. Que faire pour entretenir la flamme de l'amour ? Bienvenue à vous. Le 15 août est passé et c'est déjà la saison de récolte de l'Ignam au Bénin. Sur le marché local, le produit devrait être disponible en grande quantité dans quelques jours. Mais en dehors de sa valeur économique, eh bien, le tubercule a aussi une portée cosmique dans les zones productrices. Le chercheur en humanité classique Ardon Djenoutin nous en parle à travers cette interview. Si nous devons parler de la célébration de l'Ignam, nous devons faire recours à l'une des sciences cosmiques les plus évoluées que le monde ait jamais connues, qui s'appelle Ifa. Selon Ifa, nous avons un cycle cosmique de 256 jours, puisque ce cycle cosmique est basé sur les 16 signes de Ifa. Et nous avons un univers de 16 au carré, ce qui nous donne 256. Et ces 256 jours correspondent exactement au nombre de jours que l'Ignam met sous terre pour sortir. Donc en réalité, lorsque nous célébrons l'Ignam, nous célébrons ce que nous pouvons appeler chez nous la fin d'une ère cosmique, pour ne pas dire la fin d'une année. L'Ignam exactement tourne autour de 9 mois, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Mais en réalité, ce n'est pas 9 mois, c'est un cycle cosmique de 16 au carré, ce qui nous donne 256 jours. Tout le monde, tous les afro-descendants, les Kémites, doivent célébrer l'Ignam. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons un calendrier qui n'est pas le nôtre. Donc ce n'est pas spécifiquement les ressortissants de Savalou qui fêtent l'Ignam. Tous ceux qui s'identifient à la terre-mère, Ilé-Ifè, et sont les descendants de Odoudoua, doivent célébrer l'Ignam. Par exemple, quand vous allez dans l'ère culturelle, Batonou, c'est encore plus évolué que chez les Savalois. Parce que chez eux, ils fêtent d'abord le Donkonrou, qui en réalité correspond à la fin du cycle. Donc chez nous, en réalité, on fête le début de l'année et on fête également la fin de l'année. Ils sont dits métiers d'hommes et pourtant, mettant de côté leur féminité et loin des stéréotypes, de plus en plus de femmes osent et franchissent le pas. On vous propose ici le portrait de deux femmes patronnes d'entreprise qui exercent des métiers dits d'hommes. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa. Mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord.
Il dit, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, quand je me suis habituée, déjà à 1 an de formation, j'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là. Ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Parlons à présent de la vie de couple qui est un combat perpétuel qui prend en compte responsabilité personnelle, conscience individuelle, confiance réciproque et stabilité de la famille. À cet exercice, eh bien, malheureusement, de nombreux couples échouent. Huguette Bokwe Nyakadia, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme, se prononce sur la question. Il y a, disons, plusieurs facteurs. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, bien que le système patriarcal n'ait pas véritablement changé, il y a qu'aujourd'hui, les femmes sont dans une dynamique différente des femmes de notre génération et des générations qui ont précédé, dans le sens où de plus en plus, la question du développement de l'estime de soi. Ajouter au fait qu'on encourage aussi les femmes à s'accomplir. Aujourd'hui, les femmes résistent plus et réclament que dans la relation de couple, que leur conjoint, leur compagnon leur fasse de la place. La conception du mariage aussi a changé. Et quand elles sentent qu'il y a comme un étau qui va se resserrer sur elles, qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont enduré pour faire leurs études et de l'opportunité qui est là, elles se disent, tant qu'à choisir, je crois que je vais vers l'opportunité. Pour s'accomplir, bien sûr, dans la vie de couple, il y a des décisions à prendre. Mais il ne faut pas que les décisions soient prises au détriment de l'épanouissement des femmes. Il me semble qu'il y a une bonne proportion de cette question-là qui divise les couples. Bien souvent, en fait, on tombe dans le piège de la caricature. Et ça peut amener des hommes à préférer trouver une épouse plus rangée, dont les ambitions sont moins grandes et qui s'ajustent plutôt à leur plan de carrière à eux, à leur projet de vie, plutôt que quelqu'un qui demande qu'on lui fasse de la place. Dans de nombreux pays, les personnes qui souffrent de déficience mentale sont stigmatisées. L'ignorance, la peur, les croyances en des forces surnaturelles ou encore le manque d'argent mettent ces personnes au banc de la société. C'est le cas au Congo-Brazzaville où les personnes souffrant de troubles mentaux sont le plus souvent livrées à elles-mêmes et les structures d'accueil appropriées quasi inexistantes. Correspondance ici de nos confrères de France 24.
Viviane Diankolela est à la recherche de son neveu dans les rues de Pointe-Noire. C'est devenu presque une habitude pour la quinquagénaire. Le jeune homme atteint de troubles mentaux depuis une dizaine d'années fugue régulièrement de chez lui. Nous avons été surpris par ces maux de tête récurrents et sur conseil de quelqu'un, nous nous sommes rendus à l'hôpital avant d'aller dans les églises. Après les examens effectués et le traitement prescrit par le médecin, on a constaté une accalmie et la rechute a eu lieu un mois plus tard. Malgré ce diagnostic, le neveu de Viviane ne bénéficie d'aucun suivi médical. Comme des milliers de malades à travers le pays, il est livré à lui-même et dépend de sa famille pour survivre. Dauphin Matemolo est le seul psychiatre de Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, où il n'existe plus aucune unité d'hospitalisation en soins psychiatriques depuis les années 80. Je renvoie souvent les parents avec un grand pincement au cœur parce que même devant moi, je vois moi-même médecin comment le malade se comporte. Comment le malade est agité, comment le malade est agressif, verbalement et physiquement. Mais moi, je demande aux parents de rentrer à la maison, faute de pavillon d'hospitalisation. Un programme national de santé mentale existe pourtant en République du Congo depuis 2019, mais ses animateurs n'ont été nommés que fin 2020. Le décès d'un bébé à Brazzaville, fin mars, arraché à sa mère et jeté au sol par une malade qui ne bénéficiait d'aucun suivi, pourrait donner un coup d'accélérateur à sa mise en place. Cette situation nous a énormément interpellés. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Le programme national estime à plus de 1500 le nombre de malades ne bénéficiant d'aucune prise en charge dans le pays. On scrute à présent l'actualité au plan international, des informations compilées et traitées ici par Charlène Kendiho. Le président américain Joe Biden a promulgué mardi son vaste plan climat et santé, le plus gros investissement jamais adopté aux États-Unis. Le dit plan comporte 3 volets, dont l'un est consacré à la lutte contre le changement climatique, avec une enveloppe de 370 milliards de dollars, soit plus de 200 000 milliards de francs CFA. Un montant destiné à faire évoluer l'économie américaine vers les énergies renouvelables. Le deuxième plan prévoit limiter le prix de certains médicaments pour tenter de compenser les immenses inégalités dans l'accès aux soins. Et le dernier vise à instaurer un impôt minimal de 15% afin d'empêcher certaines grosses entreprises d'utiliser les niches fiscales qui leur permettaient de payer beaucoup moins que le taux théorique. Le Cuba est proche de l'étranglement économique. L'île traverse actuellement sa pire crise en 30 ans, aggravée par la pandémie du Covid-19, l'inflation et l'embargo imposé par les États-Unis. Jusqu'ici, entièrement contrôlée par l'État, la vente et la production des biens alimentaires ou de première nécessité va être garantie à des entreprises étrangères. L'État insulaire communiste a pris la décision d'autoriser les investissements étrangers dans les commerces en gros et va garder la mainmise sur la vente en détail. Une vague de chaleur s'abat actuellement sur la Chine. Dans le sud-ouest du pays, les autorités ont annoncé un rationnement de l'électricité à cause des cours d'eau particulièrement asséchés. Les usines ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités, ce qui constitue un coup dur pour le Sichuan, une région clé pour la fabrication du lithium, un composant essentiel pour les voitures et les smartphones. Sa production devrait réduire d'au moins 1200 tonnes, ce qui ferait bondir le prix de ce métal alcalin. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 à retrouver en replay sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.